Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. 3 sur 3, bravo monsieur. Merci, merci. 3 sur 3 et 5 sur 5 sur le territoire, c'est pas mal. Complètement. Et au global, l'ambiance. Est-ce que tu t'attendais à une telle ambiance? Je soupçonnais, je l'avais déjà dit sur les interviews, notamment après les interviews après le Open Workout. Je soupçonnais que ce soit un peu une ambiance de ouf. Et puis, on commence à avoir l'habitude maintenant sur Arès, tu vois. Sur Arès, franchement, il y a que 3000 personnes. Mais quand il y a un banger fight, les gens vont en live, hein. Quand il y a un Français contre un étranger, les spectateurs pètent un câble, littéralement. Donc, du coup, je me disais que là, UFC, 15 000 personnes, ça allait faire du mal. Mais je ne m'attendais pas à ça. Sérieux, euh, je n'étais pas prêt. Aïe Tu sais, aïe aïe. William Gomis, c'est un jeune, c'est un nouveau. Bah il Il n'est était pas même très pas main connu. event à Ares, enfin pour dire globalement son statut. C'est ça. Et là, on rentre sur son combat. Ce n'est pas possible. J'ai jamais senti une énergie comme ça. Et alors, je me mets à sa place, lui qui est tout jeune, mais moi, déjà, le coach, je me suis senti transporté, élevé, tu vois. Genre vraiment, le public t'élève, te soulève, te porte comme ça et t'as l'impression que tu t'envoles, tu vois. C'était génial. Oh, aïe aïe aïe. Bah formidable, en tout cas il y a une vraie montée en puissance, mais bah, je vais commencer par le gros morceau forcément. Le combat de Cyril Gann contre Tai Tuivasa. Corentin, qui était notre photographe sur place, il m'a dit Fernand, à partir du moment où Cyril Gann a pris le knockdown, il y a eu un petit sourire en coin. Est-ce vrai ou alors c'est lui qui a craqué? Il y a eu une crispation de 2 secondes et la réalisation que peut-être ce que je souhaitais va arriver. J'ai toujours dit que euh, les combats où j'ai senti Cyril extrêmement dangereux, notamment au TKO, c'était le premier combat quand il a affronté Semeglabov Sullivan, je crois, un truc comme ça, Bobby Ouais, Sullivan. Bobby Sullivan, ouais. Et donc, c'est son premier combat de MMA. Il a complètement peur des amener au sol. Il redoute les amener au sol. Et quand il a un système de redouter, il a peur, il est extrêmement dangereux. Du coup, le troisième combat contre Adam Daishka au TKO, là, c'est pareil. C'est une dinguerie. Non, c'est le deuxième combat plutôt, Adam Daishka. Là, c'est une dinguerie pareil, dans le sens où, comme il a un poumon éclaté, comme il a un orteil petit, et comme il est dos au mur et que le mec met des KO, il s'énerve, il va à la bagarre, il veut terminer le combat et on a quelque chose d'excellent. Donc, si tu veux, boum, il est touché. Je suis pas prêt parce que c'est clairement une faute d'appréciation de la distance de frappe qu'il y a entre lui et Taituvasa. Taituvasa était dans des crochets. Et donc, dans les crochets, bon, tu vois les crochets venir et tu as la distance et tu sais comment tu gères. Sauf que la taille passe sur une fabrique d'allonge. En gros, il engage l'épaule, il engage la hanche et derrière ça, il aligne plutôt sur une frappe qui est rectiligne. Et là, je pense que Cyril, qui est confortable en mode je gère, je vois venir, je vais sur le côté, je décale ma tête. Il s'est dit, bon, si je fais un retrait de buste, j'ai probablement 5 centimètres ou 2 centimètres. Non, il n'y a pas de centimètres. Bim, il est touché, il tombe. Et là, je me dis, c'est le pire cauchemar. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais ça prend 2 secondes. Boum, il tombe, il accroche les jambes, il se met à remonter. La pire chose qu'il aurait pu faire, c'est de fuir. Et au lieu de fuir, il le colle, il le colle. Et donc, je me dis, il est intelligent s'il le colle. Enfin, il réfléchit quand il le colle. Et là, je me dis, on aura ce qu'on voulait. On aura ce qu'on a souvent souhaité, un combat de chien. Un combat enfin, en français, ça ne sonne pas bien, dogfight. Je sais pas comment le dire en français sans que ça ne fasse combat de chien. Mais en gros, c'est un combat de rue, quoi. Une bagarre. On aura une bagarre. J'ai senti que, à partir de ce moment, je me suis dit, bon, on aura une bagarre. Et donc, ça n'a pas loupé. Tout de suite, il remonte.
Et très rapidement, je vois qu'il est lui-même parce que directement, il remonte, il colle un peu et il est en footwork et il pète les jabs dans la foulée. Footwork, jab, ça c'est sa signature et tu te dis, il est reparti dans le game. Et puis, il s'est fait piéger quelques secondes après, il ne tombe pas dans le piège, ça me reconforte qu'il est lucide parce qu'il bombarde type, non, il met gros middle, type, l'autre recule, il se rapproche pour lui mettre le bras arrière, il le touche, mais derrière ça, il y a un gros contre de Tatu Vaza qui est à la fois touché, mais qui fait quand même la technique de l'opossum. C'est qu'il est touché, mais il s'est dit, bon, je peux capitaliser ce moment où je suis tordu et où il me pense affaibli. Il revient avec une grosse frappe qui touche Cyril. Et là, on est parti dans un game de frappe de bagarre complète. Et il faut prendre le temps de regarder les échanges pour se rendre compte que c'est exactement ce qu'on disait, c'est que organiser un chaos, mais un chaos CHOAS, un état de chaos, tout en ayant un casque sur la tête. Il a toujours un bras qui est quelque part pour le protéger, pour pas qu'il prenne plein pot. Et en même temps, il y a une bagarre qui, comme s'il était vraiment dans la boîte et qui bagarrait à toi, à moi. Et à ce moment, on sent que ça va. Donc, si tu veux, ton collègue qui m'a vu sourire, je pense qu'il m'a regardé sourire 2 secondes après Oui, c'est m'a ça, fait c'était deux parce que secondes après, ouais. Ouais. voilà, parce que j'ai eu peur quand même, j'ai eu très peur. Et puis quand j'ai vu qu'il accrochait les jambes, qu'il revenait accrocher à lui, je me suis dit c'est de l'intelligence parce que le réflexe veut que des fois tu t'éloignes, mais c'est la pire des choses de lui redonner la distance pour qu'il refrappe dessus. Et donc il a collé et ça s'est bien passé. Et c'était plutôt une bonne chose pour sortir ce côté animal qui est en Cyril quand tout se passe bien. Et tu lui as dit quoi entre le deuxième et le troisième round? Bah, je lui ai dit exactement, on y est. Je lui ai dit, on y est. C'est de ça que je te parlais aux entraînements. Je te disais, il y aura un moment donné où on va avoir ce moment où on est en bas, où on a la frustration, où on est énervé, où on a peur parce que on vient d'être touché. Et là, il faut aller en mode rébellion. On y est là maintenant. La question, c'est la première question que je lui avais posée quand on avait repris le camp d'entraînement après le combat de 200, du UFC 270, c'était qu'est-ce que tu veux concrètement? Si tu veux être un athlète correct qui gagne ses combats, souvent, parce qu'il sait éviter la bagarre, c'est une bonne chose. Mais si tu veux vraiment être le, le druide, être quelque chose d'excellent combattant, quelqu'un qui va marquer l'histoire, il va falloir donner un peu plus. Il va falloir aller vider le réservoir. Et donc, c'est ce que je lui dis, c'est que ne garde rien, n'économise pas, on y est. Et il me répond d'ailleurs, il dit, yes, on y est, allons-y, allons-y, on y est. Et voilà, je suis content de l'application des front kicks, des types. C'était l'une des clés du combat. Et il a fait à merveille. Parce que moi, c'était les coachs, c'est ce qu'ils disent d'habitude aux gars dans les vestiaires quand à un moment donné, William Gomis fait un enchaînement de 4 coups rapides dans les vestiaires et il touche. C'est Grégory Baben qui lui tient les pattes d'ours et il le touche à la bouche. Et il est désolé, il dit à Greg, je suis désolé Greg. Et Greg lui dit, moi, il n'y a pas de problème. Tout ce que je te demande, c'est que si tu me touches comme ça, dans les vestiaires, tu as intérêt à toucher ton adversaire. Si tu rentres de là et que tu ne l'as pas touché comme tu m'as touché, je vais t'en vouloir. Ah, c'est un peu la même chose. C'est que euh, euh, malgré le plastron, Cyril m'a planté les orteils dans le ventre, quoi. Enfin, pendant toute la prépa. C'est archi relou. Tu n'arrives même pas à t'exprimer, tu peux pas avancer, tu vois. Et le voir appliquer ça à partir du deuxième et du troisième, c'était bien parce que le premier round, il démarre tout de suite avec des frappes circulaires en low kick. Et je lui dis tout de suite non, pas les circulaires. Mettons déjà tout de suite la, les rectilignes parce qu'il était extrêmement menaçant. Parce que le cadrage de Taito Vasa, il faut l'avoir face
juste devant toi, pour te rendre compte que tu n'as pas beaucoup d'espace. Il couvre tout l'espace, il est envahissant, il est extrêmement menaçant. Et donc voilà, c'est une belle histoire finalement, parce que Son Knockdown enfin, donne des réponses à des choses, tu vois. Est-ce qu'il a le menton? Est-ce que c'est bien de rester intouchable? Mais si on te touche, est-ce que tu peux revenir? Déjà, la première question, la toute première question à répondre, c'est est-ce que tu es capable de sortir d'une défaite et d'enterrer les démons de la défaite et de revenir comme si rien ne s'était passé? C'est pas toujours, hein. Moi, j'ai vécu la même situation qui m'a vraiment fait flipper avec Francis sur son deuxième combat quand il perd contre Derek Lewis. Stipe et qu'on revient contre Derrick. Je suis vraiment inquiet quand on va sur le troisième combat contre Curtis Blade. Je Curtis suis Blades, vraiment ouais. inquiet. Ouais. Donc, si tu veux, là, j'étais très inquiet. Inquiet de. Enfin, il n'y avait aucune alarme, il n'y avait aucune alerte. Il était normal. Mais ce truc de. Quand on dit que l'ancien adversaire vous a pris votre âme, on ne peut le ressentir, on ne peut le savoir qu'en temps réel. Et donc, le voir être aussi confortable devant 15 000 spectateurs à poser son jeu calmement comme il veut, ça m'a rassuré. Qu'on est vraiment sorti de cette phase d'échec et que la défaite en question n'est pas restée dans sa tête. Et derrière ça, bon, voilà, on a encore appris beaucoup sur ce combat. Ce combat a beaucoup appris des choses. Les gens comprennent maintenant pourquoi il a de la mesure souvent, parce que s'il n'avait pas eu cette mesure-là de se retenir, il aurait peut-être fini comme Pat Barry a fini contre Cheikh Congo. Parce que tu penses que tu es en train de gagner, tu t'enflammes, tu avances et tu te prends en contre. Et Bam Bam, c'est vraiment sa spécialité. Cyril a échappé à quatre, quatre gros pièges, des vrais pièges sur lesquels il touchait, mais il se disait, bon, je ne vais pas m'enflammer, je vais ralentir là parce qu'on ne sait jamais. Et il avait raison, parce que il touchait et derrière, s'il ne faisait pas une esquive rotative, il se faisait décapiter, tu vois. Voilà, j'ai beaucoup appris dessus. Euh, j'ai aussi été, euh, alors, je, je n'ai pas pu aller voir euh, si malgré la blessure qu'il avait, il pouvait faire un takedown. Parce on a dû modifier la stratégie de Cyril pendant le camp d'entraînement. On fait un camp d'entraînement de 3 mois. 2 mois et demi, ça se passe bien. En moins 20 jours du combat, moins de 3 semaines, Cyril, à l'entraînement avec Slim Klabeski, le nouveau champion d'Ares, se fait mal à la côte. C'est pas juste qu'il s'est fait mal, il a la côte cassée, cassée, c'est décalé, c'est pas une côte cassée alignée, c'est cassé, décalé. Et donc, Cyril ne peut pas mettre des jabs. Cyril ne peut pas faire une torsion de buste. Il a extrêmement mal. Il ne peut pas respirer plein pot. Il est obligé de prendre des petites bouffées et de ressortir des petites bouffées. Donc, le cardio, on n'a pas. On ne peut pas s'entraîner du tout. Les vacances démarrent. Donc, on voyage pour aller sur l'île pour les vacances. On va avec Cyril et sur place, moi, je compose, j'ai déjà mon message de composer pour ne pas laisser l'UFC en galère, pour leur dire que s'il ne peut pas combattre. Asdin, le magicien de notre équipe, le pôle médical, c'est lui vraiment qui a tout géré. Il me rassure. Il me dit, Fernand, ne, 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 ne fais pas ça. Pour le moment, on n'annule pas le combat. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la côte? Est-ce qu'on peut manipuler pour la raligner? Puisque Cyril dit qu'il y a un truc qui coince et qui empêche qu'il se penche. Il ne peut même pas se pencher. Il ne peut pas faire une fermeture de buste. C'est que la côte est décalée et si on pouvait manipuler pour qu'on rentre, ce serait bien. Il dit, des fois, il y a de la manipulation. Il essaie de manipuler, mais c'est extrêmement douloureux.
Donc, le chirurgien dit, il n'y a rien à faire. Il faut laisser qu'elle se consolide comme ça, on peut rien faire. Et donc, à partir de ce moment, moi, je vais annuler le combat. Cyril ne veut pas du tout annuler le combat. Il dit, c'est mort. Paris, c'est Paris. Je ne peux pas louper l'opportunité de Paris. C'est mort. Azine, c'est lui qui va me convaincre parce que je sais que les athlètes disent toujours c'est mort, c'est mort. Mais moi, je parle avec le responsable du pôle médical du MMA Factory, Azine. Donc, Azine me dit, écoute, ne lâche pas encore l'affaire. Faites une semaine d'entraînement, juste des déplacements, et on va voir ce que ça donne. Donc, on commence à entraîner pendant qu'on est en vacances, une fois par jour. La journée, on s'occupe des gosses et tout, et puis en fin de journée, on s'occupe de Cyril. Benjamin et moi, on s'occupe de Cyril voilà, pour le remettre à jour. Donc, les premiers jours, il ne peut pas mettre les points, il commence à faire des déplacements, il ne peut pas monter les genoux. Le deuxième jour, il commence à bouger un peu de buste, on commence à mettre des jabs. Et donc, quand on est à moins de 10 jours du combat, il commence à taper sur les pads. Il commence à remettre les types. Et là, on confirme qu'on va faire le combat. Donc, si tu veux, la stratégie change parce que la première stratégie, c'était, on sait que Taito va être très offensif. On va le boxer. Quand il va faire un pas de trop pour venir nous agresser, on a juste à se baisser et on ramasse la jambe. L'une des erreurs qu'on fait d'ailleurs sur le combat, que Cyril, pour que quand Cyril se fait toucher, si vous m'écoutez dans le coin, j'ai dit Cyril ne recule pas le menton en l'air. Vaut mieux que ton menton soit caché, recule avec le buste prêt à changer de niveau. De façon à ce que quand il fait un, deux pas et qu'il est agressif sur les crochets, que tu prennes sa jambe avant. S'il y a un décalage et qu'il tombe, tant mieux. Tu prends la montée et certainement on peut le finir en grand pound. Si jamais ça ne marche pas, au moins il aura peur de frapper parce que tu auras pris sa jambe, il arrête de frapper et il recule. Voilà la stratégie première. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un contact. Mais entre Cyril, qui a 112 kilos, et Taito Vasa qui a 120 kilos, Cyril qui a une côte cassée, et Taito Vasa qui est en pleine forme, un rugbyman, cette stratégie-là doit changer. Donc, du coup, on se met à mettre beaucoup de types et surtout aux entraînements, on réadapte le sparring. Quand on revient, on redémarre le sparring à moins de 10 jours parce qu'il faut tester un peu où on en est en termes de cardio. On va mettre un grand nombre, on va multiplier les personnes au lieu de multiplier l'intensité. On ne peut pas mettre une personne très forte parce qu'elle va donner quelque chose de très puissant. Nous, on va rendre quelque chose de puissant et il y aura une blessure certainement sur la côte. Donc, on s'est dit, on va plutôt mettre de l'endurance. On va plutôt mettre un gros nombre de coups en indiquant au sparring. Je remercie tous ceux qui ont participé. Je parle de Alpha, Erwan et Kenzo. On demande de sparring, ne frappez pas sur la cage thoracique, le buste, le coffre. Ne frappez pas sur le corps de Cyril. Touchez sur le corps pour qu'il ait le réflexe de ramener ses coudes au niveau du corps pour protéger cette côte qui est cassée. Et le reste du temps, on met des gros low kicks parce qu'on sait qu'il y aura des gros low kicks. C'est pour ça que Cyril avait ce timing de faire son retrait de jambe. Derrière, on met une grosse boxe anglaise. Et donc, c'est très dur pour Cyril parce que ces sparring ont 3 minutes, ils sont frais tout le temps. Et Cyril, lui, travaille sur la pré-fatigue. Du coup, on réussit à taper dans le cardio sans lui faire mal, sans aller chercher le contact physique. Et on va terminer le camp d'entraînement dans ces conditions-là. Et donc, grosse satisfaction parce que ce n'était pas gagné entre eux. Tout le camp d'entraînement se passe bien. On a Slim qui est le meilleur sparring qu'on puisse avoir pour Cyril. Mais on est obligé d'arrêter avec Slim parce que Slim, il a son combat la veille du jour de Cyril. Et quand tu as deux sparring qui ont les combats quasiment le même jour, bah, ils se font pas de cadeaux, ça y va. Sauf que si Slim il va juste tuer Cyril au niveau de la côte. Il va l'abîmer. Donc, du coup, on va prendre des sparring qui sont différents, qui vont alléger l'intensité, mais qui vont augmenter le volume
de travail de Cyril et puis l'endurance de Cyril. Et ça donne ce que ça a donné. Et finalement, ça a payé. Il y avait quelqu'un à Bercy qui n'était pas un invité comme les autres, qui était l'ancien adversaire que tu as d'ailleurs salué. C'est Francis Ngannou. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être le prochain combat pour Cyril? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce serait le prochain combat pour Cyril parce que bah, Francis est orienté vers l'avenir. C'est pas pour rien que les challengers ont des mentions de John Jones dans leur contrat. Le contrat de Cyril stipule que s'il affronte John Jones, il va toucher tel montant, parce qu'on sait que John Jones, c'est un peu le mec qui te fait gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il a un nom et parce que tu t'associes à lui. Donc aujourd'hui, Francis ne va pas, si Francis combat, c'est parce qu'il va combattre John Jones ou il va combattre. Voilà, je ne le vois pas faire autre chose que John Jones, à moins qu'effectivement John Jones soit complètement out pour X ou Y raison. Voilà, mais non, je ne m'y attends pas. C'est d'ailleurs pour ça que sur le call de Cyril, Cyril ne mentionne pas le nom, sinon il aurait directement dit je veux la revanche, je veux Francis. Mais comme il y a beaucoup d'incertitudes dans la catégorie, il y a encore beaucoup de Francis encore des désaccords avec l'UFC. Euh, euh, John Jones, ce n'est pas encore validé. Stipe, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas exactement. Donc, du coup, dans l'incertitude, tout ce qu'on suit, c'est le fil rouge. Le fil rouge, c'est l'or. Donc, du coup, on va pas suivre un individu, mais on va chercher juste où est la ceinture, qu'elle soit intérimaire ou qu'elle soit indisputed. On va juste chercher la ceinture. Et le fait là que Cyril ait annoncé qu'il allait avoir, donc il s'est cassé la main, qu'il allait avoir 5 mois d'absence, pour toi c'est un mal pour un bien quelque part? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un mal pour un bien. Je pense que oui, si, ça peut être un mal pour un bien quelque part, comme tu as dit. Quelque part, pas partout, quelque part. Dans le sens où ça va lui permettre de se reposer, repos forcé. À un moment donné, il va falloir se reposer. On va maintenir de la préparation physique sur les membres inférieurs. On va travailler, renforcer la partie centrale, le corps, comment dire, le buste. Et puis, certainement travailler les épaules en évitant de solliciter la main. On va trouver une solution pour ça. Mais cependant, il y a un repos. Mais je dis que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que comme il y a cette triptyque-là qui a beaucoup de problèmes de validation de combat, celui qui est en forme et qui est prêt pourrait combattre tout de suite pour une ceinture intérimaire. En gros, Blade est là et Blade aujourd'hui est prêt et en santé. Et donc, il peut prendre John Jones, il peut prendre Francis, il peut prendre. Alors, Francis, c'est compliqué, mais il pourrait. Il peut faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire la troisième fois, une belle. Mais en tout cas, il peut prendre Stipe, il peut prendre John Jones, il peut combattre. Ou même, il peut prendre, comment il s'appelle ce nouveau russe là qui est rentré dans le game là. Pavlovitch. Il pourrait le prendre pour une ceinture. Tout est possible, tu vois. Donc, si Cyril avait été en santé sur les 3 prochains mois, je pense que les choses pourraient bouger et que, à force d'attendre John Jones, qui est peut-être capricieux, ou Francis, qui est encore à se soigner, l'UFC aurait pu placer une ceinture intérimaire quelque part et c'est toujours ça de gagner. Aujourd'hui, le retour de Cyril est quasiment à la même date que le retour de Francis. Je pense que Cyril reviendra un peu plus tôt selon ce que Francis a dit, mais les deux sont quasiment à la même date. Du coup, la priorité de Francis et celle de l'UFC d'ailleurs, étant de faire Stipe John, étant de faire Jones Francis ou Jones Stipe, cette temporalité-là nous gêne du coup. Voilà, donc c'est pas aussi, c'est pas une bonne chose forcément, mais c'est une bonne chose pour le repos parce que mine de rien dans la carrière de Cyril, la première fois il s'est vraiment reposé, il a pris du temps. C'était
C'était récemment, après le combat de 270. Il a pris beaucoup de temps. Euh, mais voilà, j'aime pas qu'on prenne trop de temps parce que pour occuper le temps, les jeunes ont besoin de faire des activités. Et Cyril, bon, à force d'attendre et tout, on va lui proposer des plateaux de télévision, il va en faire 15 000. On va lui proposer des coups d'envoi sur des matchs de foot, des stades, il va refaire et ça va recommencer un peu ce qu'on a vécu récemment qui m'a inquiété à un moment donné. J'ai dû prendre la décision collégiale avec l'équipe de stopper tout et de vraiment le retirer des médias et de toutes ces activations extra-sportives, enfin de notre sport, quoi. Voilà, donc j'espère que sa fracture va se réparer rapidement et que dans les 3 prochains mois, on va dire que voilà, j'espère qu'il sera remis et qu'on aura une date rapidement. Là, actuellement, j'essaie d'avoir une date déjà, sans avoir. Je harcèle en ce moment pour avoir une date avec les personnes qui gèrent ça. Et parce que quand tu as une date, tu es calé, tu sais ce que tu fais. Tu vois. On a l'opération va se passer, bah, il va se faire opérer demain. Et après son opération, dans la foulée, il y aura probablement le aussi. On a besoin d'une dizaine de semaines pour avoir un aussi qui est fermé. Et tout, à partir de ça, on va commencer à faire des petits entraînements. Bon, voilà. Voilà un peu où on en est. Mais en tout cas, il serait il est quasiment impossible d'espérer un combat de Cyril avant l'année 2023. Hmm. Et l'autre personne, l'autre grand animateur de cette soirée, c'était bien évidemment Nassourdine avec une grosse fight week face à Joaquin Buckley, plus même le gros soutien dont il a bénéficié, que ce soit l'open workout ou même en entrant, il a pris toute l'énergie de la Core Arena. Toi, au global, qu'as-tu pensé de sa performance et est-ce que tu te dis que là, on est sur peut-être un combat charnière dans sa carrière à Nassourdine? C'était un combat important. C'était un combat très important qui a donné qui a donné ses fruits, hein. C'était un gros combat bien disputé. Le style de Buckley est très compliqué, pas facile du tout. Il y a eu cette domination sur le premier, le deuxième d'ailleurs, et puis une baisse de régime sur le troisième. Euh, Moi, ça ne me dérange pas. Je n'y vois aucune alarme, aucune inquiétude. Je pense que ça lui a beaucoup coûté de la prise de dos, euh, la grosse lutte, la prise de dos, la tentative de finalisation. Il a tout mis pour étrangler le gars. C'est pas facile. Heureusement, il a une belle boxe. Il esquive bien parce que chaque frappe de Joachim, c'était vraiment des kettlebells qu'il envoyait, quoi. C'était des bouches d'égout et si tu en prends une, ça se passe mal. Et puis, non, très bon combat. Je suis fier de ce qu'il a rendu Nassourdine. Euh, je, Après, il m'a dit que t'avais dû beaucoup lui dire de se calmer parce que c'est vrai que peut-être, c'est ce qu'il a dit aussi, que les émotions avaient peut-être un peu pris le dessus dans ce combat. il est très sensible au public. Il vibre, il est en connexion totale avec le public. Rien que à l'annonce de son nom dans la cage de Bruce Buffer, je pense il a perdu beaucoup de calories, quoi. Il a peut-être perdu 5000 calories, quoi. Enfin, le shadowbox qu'il a fait à l'annonce de son combat était très intense, et que tu voyais de la vitesse max, de la force max, donc du coup la puissance. Tu avais de la puissance qui se dégageait de son déplacement, de son footwork. Euh, C'était une espèce de parade pour dire au public, je suis avec vous, on est en connexion. Et puis, son côté très agressif aurait pu nous coûter un point. Parce que Marc Godard s'est impassionné et s'est impatienté. Il est venu me voir pour me dire, parle à ton gars, qu'il se calme. Et donc,
c'est parfait ce qu'il fait. Enfin, dès qu'il y a du public, il est en extase. Le curseur, on doit le ramener juste un peu, et puis c'est bon. Mais voilà, c'est très compliqué de faire ce qu'il a fait. Dominique comme ça, toucher sans être touché en boxe, euh, prendre ce qu'il a pris, parce qu'à un moment donné, il a pris un genou. Il a mis un genou, mais il a aussi pris un genou à un moment donné. Euh, c'était un combat intense. Hein. C'était un combat très intense. Je pense qu'aujourd'hui, il mérite d'aller checker un peu plus haut. Ok, et contre qui exactement? Parce que c'est ce que Nassourdine a dit aussi dans le live de Cyril, c'est que il y a cette tentation de rester actif, mais il y a aussi les pépins physiques. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marvin Vettori qui a perdu contre Robert Whittaker. Il y a aussi Paulo Costa que Nassourdine a envie d'affronter. Bon, là il y a le choix. Moi, j'aime tomber en avant. Donc, forcément, depuis le début, je vous parle de ma Victory. Le truc qui s'est déjà construit tout seul. Les deux n'ont jamais eu de bif. Ils ne se sont jamais énervés ou parlé. Mavi Vittori et moi, on s'entendait super bien, en tout cas, on se saluait cordialement souvent. Ces derniers temps, il devait venir faire sa préparation durant la Fight Week sur le MMA Factory. En tout cas, Ali Abdelaziz, son manager, m'a contacté pour ça. J'ai validé et quelques heures après, j'ai été rappelé pour dire, bon, finalement, on a changé d'avis parce que Mavé Vittori trouve que le combat entre lui et Nassourdine est très proche. Et donc, il ne voulait pas s'entraîner dans la salle de Nassourdine. Ce qui fait sens. Et donc, du coup, je pense que c'est un bon profil. Costa, effectivement, c'est un bon match-up pour Nassour, mais, mais les risques sont quasiment les mêmes avec les adversaires. Vous prenez un mec moyen, vous prenez un mec faible, vous prenez un mec très fort, c'est quasiment les mêmes risques. Autant aller prendre les risques sur le mec le plus fort. Et donc, aujourd'hui, je pense que ma Vettori, ce sera un message très puissant. Et ben voilà, donc pourquoi pas Marvin Vettori pour la suite, pour Nassourdine Imavov. Et il y avait celui qui faisait ses débuts, William Gomis, où t'as peut-être eu un peu chaud sur la fin du combat. C'est bizarre, vous n'allez pas me croire, mais j'ai pas eu chaud dessus. Enfin, comment ça? Ça m'a fait la même chose qu'avec Cyril. Dans un premier temps, je me dis, j'ai peur de ça parce qu'il travaille, il est très actif dans la garde. Moi, j'ai peur au début de la garde. Je lui dis non, fais attention, garde tes mains sur la poitrine, ne laisse pas traîner par terre. Et puis au bout d'un moment, je vois que son adversaire ne fait rien de sa garde. Il garde le bras, il garde la tête, mais il ne fait pas grand-chose. Et donc, je me dis, pour assurer, allons-y. Allons-y, travaille dessus, frappe, et boum, il est pris en triangle. J'ai ce moment de panique, mais je me rappelle que William ne tape quasiment jamais. William, à part aux entraînements, William n'a quasiment jamais tapé en com. Il ne tape pas. Il ne veut pas taper, quel que soit le type de clé. Sa morphologie lui permet de ne pas taper. C'est un truc de fou comment il est endurant à taper. Et donc, je me rappelle, il y a Grégory Babenji qui est assis juste à côté de moi. Grégory Babenji qui est le middleweight, l'un des middleweight les mieux capés en France, qui combat au Bellator et qui est sur 4 victoires consécutives. Il est assis à côté de moi, c'est l'oncle de William Gomis. Et il me dit, t'inquiète pas, il va pas taper. Il ne tape pas sur ça. Ce genre de truc, il ne tape pas. Il va pas taper, t'inquiète pas. Il va pas taper. Et moi, je lui dis, oui, je sais, il va pas taper. Et puis, il ne tape pas, mais cependant, c'est pas on peut pas construire une carrière en espérant que le mec ne tape pas. Faudrait éviter, faudrait éviter de se trouver dans cette situation. J'aime beaucoup ce petit-là. Je viens d'avoir un texto de lui il y a quelques minutes avant qu'on ne commence l'antenne et son message c'était: Salut coach, j'espère que tu vas bien. Je venais aux nouvelles et je venais aussi pour savoir est-ce que le combat t'a vraiment plu. Maintenant qu'on est à froid, est-ce que tu peux me dire ce que j'ai pas fait de bien? Et ça, c'est très intelligent, c'est rare ça.
Donc, du coup, je lui ai mis quelques axes de- d'amélioration, bien entendu. Je commence par des choses très positives, histoire de toujours garder la théorie du sandwich. Donc, la première tranche de pain avec tout ce qui est positif. Écoute, William, euh, ton explosivité en boxe, c'était pas mal. Tu as monté tes jambes, comme on t'avait dit, à la sortie de chaque point. Malheureusement, il n'y avait pas la cible au bout de ta jambe, c'est pas grave. Ta lutte a été surprenante. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent lutter contre ces mecs qui avaient l'air, sur le papier, beaucoup plus puissants. Euh, et donc, je lui ai dit simplement, il faut que tu bouffes la lutte. Là, je vais te mettre entre les mains de François Laurent, qui s'occupe de Infinity, qui est ce qui gère le grappling et la lutte chez nous. C'est la team numéro un en France cette année sur le JJB. Et donc, du coup, ils vont gérer William. Et puis, je lui ai promis qu'on allait faire du travail à thème pour développer le Fight IQ. Il faut absolument qu'on développe ça un peu plus. C'était quelqu'un de très courageux. Je lui ai marqué ça sur son débrief en disant, je t'ai trouvé très courageux, très brave, déterminé, mais ça ne va pas suffire. Pour continuer à gagner, il va falloir qu'on améliore drastiquement tous les domaines et surtout, comment ne pas te mettre en danger au sol. Tu t'es beaucoup mis en danger au sol. Tes attitudes, tes postures te mettaient beaucoup en danger au sol. Et pourtant, voilà, bonne lutte sur laquelle on ne s'attend pas d'un mec qui a un background de Sanda. Donc voilà un peu ce que je pense de lui. C'est ce qu'on appelle un gem matériel. Mais il manque l'OMMA lui-même. Tout ce qui est autour de William est très puissant. C'est clair. Son aura, son style, sa bogossitude, son attitude, son courage, sa bravoure, sa technique. Euh, il faut juste qu'il devienne beaucoup plus fort pour que tout ça vienne se croiser et qu'il y ait tous les facteurs de performance. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est que concrètement, William, tu es trop jeune, tu es encore bien jeune. Donc il y a une marge d'évolution. Il faut que tu t'entraînes à mort dans tous les domaines. On va s'entraîner sur tous les styles de personnes. On va se préparer pour des mecs qui sont des strikers, pour des mecs qui sont des grappleurs, pour des mecs. Voilà. Et il faut vraiment que, au lieu d'être pressé de demander tout le temps à l'UFC, je combats pas quand, non. Viens, on les laisse décider qui tu vas combattre, peu importe quand, peu importe où, et on s'entraîne comme des acharnes. Le jour où on te présente quelqu'un, là, l'UFC se met à dire, OK, ces mecs, ils ne nous cassent pas les bonbons, mais quand on lui met quelqu'un, il assure, il dit oui sans discuter, il y va, il le dégomme. C'est exactement ça. Et il m'a dit, je suis conscient de ça, je suis conscient que j'ai encore beaucoup à apprendre, on va faire ça, je vais apprendre. Génial. Ok, ok, bah vivant la suite pour William Gomis. Globalement, moi j'ai une petite idée, Fernand. Pour le prochain UFC Paris, est-ce que tu... Ça c'est ma petite hypothèse, c'est que ce soit Nassourdine qui sera main event. En termes de OK. temporalité, si on part du principe qu'ils reviennent tous les... si on pense qu'ils Si. reviennent tous les septembre. OK. Et pourquoi? Je sais pas, à toi de me le dire, on échange, on discute, non? Moi, je pense que Nassoudine a le niveau pour être main event sur les fight nights. À partir de maintenant, on sait qu'il a le potentiel de faire un main event en fight night, ça c'est sûr. Il y a pas, enfin, tu lui mets Darren Till, ça fait un main event fight night. Tu lui mets Derrick Brunson, ça fait un main event fight night. Tu lui mets Costa ou tu lui mets Vettori, ça fait un main event fight night. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, maintenant, maintenant, attention, il y a, ça dépend toujours. Ça dépendra de qui est sur la FAT 4. Qu'est-ce que tu veux dire là que nous on ne sait pas là, simple mortel?
Mais non, il n'y a pas plus simple mortel que moi-même, tu vois. Je suis très mortel. Non, 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 je suis d'accord avec toi. Je dis juste qu'il y a Manon Fiorot pourrait faire un main event, Cyril Gane pourrait faire un main event. Si le main event il est en Angleterre, ça pourrait devenir un Anglais qui vient accompagner Nassau, comme je parlais d'Argentine. Enfin, il y a plein de possibilités. Moi, je sais juste que peu importe où est l'UFC, ça peut être au Brésil, ça peut être en Amérique latine, où qu'on soit, s'il y a un bon client à 84 kilos, à partir d'aujourd'hui, Nassoudine est capable de faire un main event, Mhm. puisque euh, sur le combat qu'on avait prévu pour lui contre Kevin Gastelum, c'était un main event. Hmm. Je ne sais plus, c'était un common event ou un main event. Je ne me rappelle plus. Ok, Common event, je crois. ok. En tout cas, aujourd'hui, Nassoudine a le niveau de pouvoir assurer un main event et je pense que c'est ce qui doit dorénavant être sa tâche pour pouvoir assurer sa place pour un titre un jour. Et même s'il n'y avait pas Dana White, est-ce que tu penses que cet événement-là a eu sur l'UFC, parce que bah, tu es en contact avec eux, le même effet que ce qu'il y a eu lors du retour de l'UFC à Londres en mars dernier? Ben oui, mais complètement, vous pouvez le dire. Dana White l'a dit lui-même. Dana White a posté l'événement en disant que c'était l'un des meilleurs événements qu'ils aient jamais organisé, il a dit. Donc, non, il n'y a aucun doute dessus. C'était un très bel événement qui a concurrencé à Londres. C'était un très bel événement et non, il y avait en termes d'institutionnel, excuse-moi, quand tu as Lenny qui est là, qui est la, la main droite de Dana White, quand tu as Mick Mena qui est là, je sais pas, tu as deux vice-présidents qui sont là, euh, ça va, hein. Il y avait, institutionnellement, l'UFC était très, très bien représenté, hein. Ok. Et c'était vraiment, j'ai vécu ça, moi, cet événement, comme une espèce de village olympique où tu rencontres quasiment tout le monde. Tous les grands managers y étaient, Il y avait Brian Kamaru a ramené Usman, ouais. Angela Lee, il y avait JSP, il y avait Ousmane Camaro, Francis, il y avait quoi, Paul Felder, enfin, comment il s'appelle, le 93 kilos qui avait eu un voleur dans sa maison une fois. Il y avait, oui, Anthony Smith, il y avait Rakic, il Anthony y avait Smith, aussi Volkan, ouais. voilà, Volcano Smith, enfin, il y avait vraiment du beau monde. Et puis donc voilà, je pense que c'était un événement, même du côté des Français, on a eu ce moment où on se retrouve tous, beaucoup de Français, certains, on ne s'est pas parlé plus depuis très longtemps, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Euh, Mathieu Nukou était là, c'est pour parler des anciens. Bertrand Moussou était là. Yann Lamotte, je sais qu'il était là parce qu'il m'a envoyé un texte, il m'a dit je suis là et tout, est-ce que tu es dans le coin, mais je n'étais pas au moment où il était là. Enfin, beaucoup d'anciens qu'on a croisés dessus. Ça fait du bien d'avoir ce village-là au même endroit. Et puis, grand déploiement de la FMMAF. Donc, Rue Lionel Brespin était là avec ses équipes, avec ses habits. À côté de ça, on avait les médecins. En général, le médical, c'est un endroit où on parle toujours anglais, quel que soit le pays où on va. Et là, on avait un médical qui parlait français, donc c'était super sympathique. Non, c'était vraiment une très belle ambiance. Je l'avais dit le King DJ avant l'événement, je l'avais dit que je souhaitais que ce soit une belle fête, que ce soit une semaine festive avec le Fan Experience. Et ça a été une semaine festive, quoi. Sur Arès, on a eu tout le parterre de toutes les têtes dirigeantes de l'UFC qui étaient là, avec Vicky, avec les représentants du Fat Pass, de la plateforme télévision Fat Pass. Il y avait quand même tout le parterre des personnes les plus puissantes en dehors de Dana White étaient là. Donc,
Moi, je trouve que c'est une belle fête, c'était réussi. Et puis en plus, on a eu un 5 sur 5 des Français qui, je pense, a permis aussi à ce que l'événement vraiment ait un énorme succès parce que dès Benoît Saint-Denis, qui était le premier jusqu'à Cyril, le public vraiment a été toujours très 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 chaud. Ah, c'était une folie. Nous, on arrive dans les vestiaires et il y a Benoît Saint-Denis qui est en train de combattre quand on arrive dans le stade, enfin, à Bercy. Et là, on a un bruit, un truc sourd qui secoue les bâtiments. Et on s'est dit, il y a un train au-dessus, enfin, comme un train, mais ce sont des gens qui piétinent et qui tapent des pieds, qui applaudissent quand il y a Benoît Saint-Denis qui fait une action. Incroyable. Ça avait une folie. Enfin, on se regarde dans le monde, mais c'est pas possible. Ensuite, il y a Fares qui passe. C'est pareil, l'adversaire de Fares entre. Il est sifflé, Fares rentre. C'est une acclamation pas possible. Et là, William, il devient excité. Voilà quoi. Nassoudine n'est pas encore là. Nassoudine arrive dans le vestiaire à un moment donné. Je sais plus si c'était le combat de qui, mais il y a ça bouge tellement qu'il il est archi excité et tout. Non, c'est très bien. Et la veille, il y avait Ares Fighting Championship avec Slim Trabelsi qui est devenu champion d'Ares. Mais j'ai l'impression que la ceinture risque d'être vacante bientôt. Euh, c'est une possibilité. Je déteste parler des sujets quand je n'ai pas le contrat en main, je ne m'avance pas. Mais c'est du champ des possibles. Et pour toi, bah donc c'était, il y avait l'équipe de l'UFC qui était présente. Slim, c'est là pour lui, c'est une forme de consécration. Et je sais que toi, pour toi, c'est mine de rien, c'est bien pour l'organisation de se dire, bah vous êtes une plateforme qui permet d'aller ensuite à l'UFC. Mais est-ce que Mm. tu te dis pas d'un autre côté, moi en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est pas maintenant qu'il est champion, on aurait bien aimé peut-être le voir encore une ou deux fois, tu vois. Ou tu te dis, ça fait partie du jeu. Tout dépend de la temporalité de chaque organisation. Le jour où Ares devient l'obélator, on peut se permettre ce luxe. Le jour où Ares devient le PFL, on peut se permettre ce luxe. Aujourd'hui, Ares reste une organisation qui n'est qu'à sa neuvième édition. Et si tu te rends compte, on n'a que 9 éditions. Et donc, notre politique, c'est de créer la circulation. Et que la lecture de jeu, la stratégie globale, c'est de dire, le mec qui est sollicité par l'UFC, on le libère dans la foule. Parce que des poids lourds, on en a, on est probablement l'une des organisations en Europe, peut-être même au monde, à avoir le plus de poids lourds de très bonne qualité. On a vraiment des poids lourds de très bonne qualité. On ne sait pas quoi en faire. Donc, vaut mieux faire circuler les poids lourds que de les laisser dans une situation où ça va stagner et on ne saura pas quoi en faire. Aujourd'hui, il y a la politique de dire, je bloque les athlètes pour une organisation meilleure. Parce qu'effectivement, nos athlètes ne se libèrent pas pour le PFL. Ils ne se libèrent pas pour le Bellator. Aucun manque de respect pour ces deux organisations. Elles sont fortes. Mais cependant, elles ne sont pas des organisations collègues. On est collègues avec l'UFC. On a des ententes sur le matchmaking et on travaille vraiment en symbiose. L'idée, en fait, c'est de se dire que on développe, c'est le but premier de l'UFC Fight Pass. Ceux qui ne comprennent pas. Le but premier de l'UFC Fight Pass, c'est de développer à travers le monde de l'UFC. C'est un biais pour l'UFC de dire, on développe le MMA pour que le MMA devienne le sport le plus pratiqué au monde. La pratique de masse. Encore mieux que la lutte, encore mieux que le judo, encore mieux que tout, certainement pas mieux que le football, le soccer, parce que c'est impossible, parce que voilà. Mais cependant, c'est ça le but de l'UFC. Donc, nous, on adhère au but en disant, pour le moment, on n'a pas les moyens de dire, on pourrait le faire, mais on va se braquer avec des athlètes comme Slim, comme Abdul, on va se braquer avec des très bons athlètes qui n'ont plus le niveau d'Ares, juste parce qu'on veut les conserver. Non. Tout ce que nous, on doit faire, nous, le matchmaking d'Ares, c'est de tout
temps avoir l'ingéniosité d'aller détecter des personnes qui vont remplacer. Aujourd'hui, on a déjà 3 ou 4 noms qui pourraient remplacer Abdul après son départ. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 noms qui pourraient remplacer Slim parce qu'il faut avoir le coup d'avance. Il faut tout le temps aller chercher des personnes qui ont un potentiel de devenir des stars. On les rend stars, on leur donne l'opportunité d'aller gagner leur vie de manière correcte. Et ces personnes-là sont toujours des ambassadeurs d'Ares, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, quel meilleur ambassadeur on a sur Ares que Nassoudine Imavov, qui a combattu sur Ares 1? Il est là tous les événements d'Ares, à part celui du 2 septembre où je lui ai demandé de ne pas venir. Mais il est là tous les événements d'Ares. Il coach les gars, il fait des interviews, il donne de son temps. Voilà ce qu'on attend de ces athlètes. Taylor Lapulus, il vient sur Ares, il commande sur Ares, il coach sur Ares. Voilà ce qu'on attend de ces personnes, y compris des grands noms comme Alan Boudou, il vient coacher, Véronica Macedo, elle vient commenter. On veut que on ait des ambassadeurs, au lieu de les retenir, de leur donner le pouvoir, le moyen de gagner mieux leur vie, d'avancer. Et on sera là pour les accueillir si jamais elles sont en fin de carrière. On sera encore là pour les accueillir. Mais voilà un peu de quelle manière on travaille. Il ne faut pas le voir comme s'il y avait une hémorragie de très bons combattants. C'est simplement, les combattants se sentent tellement bien. Abdul, vous lui parlez en ce moment, il vous dit, mais non, moi, j'ai vu qu'il ne me respectait pas à l'UFC, c'est pas grave. Moi, je gagne bien ma vie sur Arrêt, je vais continuer à combattre en attendant. Euh, Taylor Lapulus, c'est la même attitude qu'il avait quand il a refusé le contrat de l'UFC. Il a refusé d'abandonner le titre à une semaine pour aller à l'UFC. Et bah, ça a toujours payé. Malgré ça, il a été signé à l'UFC. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ça. On veut gagner le cœur des athlètes. On veut traiter correctement les athlètes pour qu'ils comprennent que votre rêve a toujours été l'UFC. Il n'y a pas de problème. Tant que Ares ne pourra pas vous apporter le confort et la sécurité que l'UFC peut vous apporter, on ne va pas vous retenir. Si l'UFC fait appel à vous, Ivana, elle a gagné son combat. Si l'UFC, son manager vient vers moi et me demande un release pour qu'elle aille à l'UFC, je vais lui créer un espace puisque derrière, j'ai déjà 3 ou 4 filles qui vont la rattraper. Il y a du monde, en fait. Il y a vraiment, on a un roster qui est déjà énorme. Une petite organisation comme nous, on a un roster de près de 250 athlètes. Et on a encore plein d'athlètes qu'on doit récupérer, qu'on doit recruter. Donc, pourquoi les stocker, les bloquer sous prétexte que non, on crée quelque chose. Effectivement, ça nous coûte des contenus parce qu'on fait des photos, des vidéos, on a des contenus qu'on peut exploiter pour la promotion des combats. Mais encore une fois de plus, on ne va pas bloquer des athlètes qui ont un avenir qui pourrait être meilleur que sur Ares. Très clair, monsieur. J'avais une toute dernière question pour boucler la boucle. C'est le tweet de Junior Dos Santos à l'encontre de Cyril. Il ne semble pas avoir digéré ce qui s'était passé en décembre lors de sa défaite avec le coup derrière la tête. Et pour lui, une nouvelle fois, Cyril a mis un coup derrière la tête à Tai Tuivasa. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Je comprends, c'est très dur. Quand tu as perdu un combat et que tu n'as pas digéré, c'est très dur, je comprends tout à fait. Le coup, effectivement, il est probable qu'il soit derrière la tête. Et je pense juste que les arbitres font la différence entre j'ai frappé derrière la tête qui était fixe ou j'ai frappé derrière la tête en mouvement. Auquel cas, il y a une partie de la main qui a touché l'oreille, même comme si j'ai frappé au niveau de la nuque. Donc, c'est très complexe. Le règlement dit que si ma frappe touche l'oreille, alors ce n'est pas derrière la tête. Le règlement dit que si la tête se tourne pendant ma frappe, alors ce n'est pas une faute. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va faire confiance au juge, aux arbitres, et si l'arbitre a décidé autre chose, ce n'est pas un parent de Cyril, cet arbitre-là, ce n'est pas le papa de Cyril. Donc, du coup, on peut dire que c'est une erreur d'arbitrage peut-être de lui, mais ce n'est pas l'erreur de Cyril. Cyril, en tout cas, il n'a pas visé. On voit bien que c'est le seul coup qui allait vers cette zone-là et durant tout le combat, il a mis près de 200 coups et il y a un coup qui est allé derrière à la nuque. C'est pas un coup fait exprès. Mais je comprends un peu la volonté de Santos de s'exprimer.
C'est comme ça, des fois, il y a un truc qui te démange, tu as vraiment envie de le sortir, même si tu sens que c'est une connerie et que c'est pas bien, que le monde ne va pas te comprendre, mais tu le sors quand même. Ça m'est déjà arrivé de vouloir absolument dire ce que je ressens et dire mes frustrations. Et tu sais bien que c'est une connerie, que personne ne va t'écouter, que personne ne va te croire, mais tu le dis quand même, tu vois. Bon, voilà, ça c'est le cas de Santos cette fois-ci. Mal, voilà, personne ne va tenir, enfin, faire attention à ce qu'il a dit, mais voilà, c'était moi, non, c'est pas un grand problème. Pour moi, je suis content pour cet événement. Je suis content que on ait eu un 5 sur 5, que tous les Français aient gagné. Je suis content que Benoît Saint-Denis ait gagné le bonus de la performance de la soirée parce qu'il a fait une performance de malade. Je suis content de la victoire de Faresiam. Très satisfait de... C'est-à-dire que si vous étiez à ma place et que vous saviez ce qu'il a eu Nassourdine Imavov, vous serez satisfait pour sa victoire. Parce que on va le sortir le dossier lors d'un documentaire. Mais Nassourdine Imavov a eu beaucoup de soucis de santé sur ce camp d'entraînement. Cheville en miettes, complètement. Impossible de prendre appui dessus. Le dos bloqué au point où après l'exercice, après le open workout, on n'a même pas pu le cacher. La douleur était tellement vive dans le dos de Nassourdine qu'on a dû le coucher et lui faire des manipulations de kiné juste derrière comment dire, la pancarte où on faisait l'open workout. Donc, si vous voulez, cette baisse de régime de Nassourdine qui a intervenu au troisième round est aussi due au fait que la stature debout, juste de rester debout, faisait le poids dans comment dire, le, 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 la masse de son buste qui appuie sur les lombaires, les lombaires L4 et L5 et qui vient écraser le disque, lui faisait extrêmement mal. Donc, je suis satisfait. C'était vraiment pas gagné. Honnêtement, à 3 jours du fight, après un entraînement à la salle, on a failli abandonner le combat. À 3 jours du fight, il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu à la salle, je crois. Il y avait trop de monde, il y avait des caméras, il y avait un truc comme ça. Et du coup, il aime la perfection, il a voulu faire des gestes parfaits, il a voulu mettre des coups de pied, sauf que quand il levait une jambe, ça tirait très fort dans son dos. Il s'est refait mal, il s'est bloqué complètement. On a dû, Azine encore a dû intervenir avec beaucoup, beaucoup de soins, beaucoup d'accompagnement. J'ai découvert une méthode d'ailleurs très, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que quand le dos est bloqué, le vélo pouvait faire du bien. En gros, ça libérait au niveau des psoas et tout ça détendait. Le dos, la posture d'être assis et tout et de continuer à pédaler sans trop pencher le dos en avant, ça aidait beaucoup, ça l'aidait à relâcher et ça a été quelque chose de bien. À chaque fois, de faire un peu de vélo et tout, quand il s'était bloqué, ensuite faire de la manipulation avec le kiné, ça lui a fait du bien. En tout cas, satisfait du résultat du combat de Nassourdine quand je sais ce qu'il a eu physiquement, doublement satisfait du résultat du combat de Cyril quand je sais que, en plus de sa côte cassée, dès le deuxième round, il s'est cassé la main. Et donc, du coup, les frappes qu'on a vues au troisième round étaient des frappes d'une main cassée. Je suis, moi, je me sens béni. Je sens que j'ai eu beaucoup de chance sur cet événement-là d'avoir un sans faute et donc je remercie mes athlètes qui ont cru et qui sont allés jusqu'au bout. Je remercie le public français. C'est énervé le soutien. C'est là, je n'ai même pas pu répondre à mon téléphone. C'est impossible. Ce qu'il y a comme message, des fois, je prends le temps
Des fois 1 heure, 2 heures, je m'assois, je réponds. Impossible. Je dis juste merci à tous ceux qui ont envoyé leur soutien. C'est impossible. Il y a trop de messages de soutien et il y a quelque chose qui se passe en France. Je pense que euh, l'après 3 septembre ne sera plus jamais comme avant. Impossible. Ça a changé, tout a changé sur le même en France. Oi, oi, oi. Affaire à suivre. En tout cas, monsieur, merci pour la disponibilité comme à chaque fois. Et puis on se retrouve très vite.